Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de Philippe Dupont. Philippe, c'est un plaisir d'être ici, vraiment. Un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Donc Philippe Dupont, c'est un grand monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer à une conférence NLPNL. C'était une conférence pour en fait une association qui aide les gens à améliorer leur vie, simplement. Et du coup, je t'ai rencontré à ce moment-là. Et j'ai lu ton livre, du coup, ça m'a donné envie de t'interviewer. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Philippe, peux-tu nous dire qui es-tu ? Qui je suis? Oh, vaste sujet. Je suis un consultant formateur en développement personnel, en communication et en pédagogie, en formation de formateurs. Et je fais donc des formations depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à être formateur à 27 ans. Donc tu vois, ça fait plus de 30 ans que je suis formateur. Et j'ai commencé dans l'informatique. Tu as commencé la même chose que moi. Depuis 15 ans, je suis passé dans le développement personnel. Okay. Tout ce qui est communication, développement personnel et pédagogie. Mmh. Et voilà, je me suis passionné toujours pour un sujet qui était c'est quoi le mode d'emploi de la vie? Le mode d'emploi de la vie. Le mode d'emploi de la vie. Le mode d'emploi de la vie, tout simplement. C'est une expression qui m'est venue très tôt quand j'étais gamin. Et j'essayais de comprendre un certain nombre de choses sur ma relation avec le monde ou avec les autres. Ça ne fonctionnait pas toujours très bien. Et je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi le mode d'emploi? Wow. Mais du coup, c'est quoi un mode d'emploi de la vie? Un mode d'emploi de la vie, c'est un petit peu comme le permis de conduire sa vie. C'est-à-dire, quand on va à l'auto-école, on va apprendre deux choses simultanément. D'une part, à conduire un véhicule, mais aussi à conduire sur la route, c'est-à-dire avec les autres. D'accord. Et donc, dans la vie, c'est un peu la même chose. On a des relations avec la vie de soi, Ouais. Ça c'est le développement personnel. Et puis il y a la relation à l'autre. Ça, c'est la communication interpersonnelle. Oui. Et là aussi, il y a un mode d'emploi qu'on nous explique depuis 3000 ans, mais qu'on ne veut plus ou moins pas entendre. Et donc, chaque génération réinvente l'eau chaude et recommence, parce qu'on ne tient pas compte de ce qui a été dit des anciens. Et moi, je pensais qu'il y avait ce mode d'emploi qui était en fait une sagesse universelle, quelque chose qui est valable pour l'ensemble des êtres humains. Et de même que quand on apprend le permis de conduire, on ne nous dit pas où aller, on fait ce qu'on veut une fois qu'on a pris le permis, mais il y a un permis de conduire sa vie qui fait qu'on peut conduire sa vie comme on le souhaite, mais d'une certaine façon beaucoup plus efficiente. D'accord. Beaucoup plus productive, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus efficace. Productive, efficace, efficiente et bonne et heureuse aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, évidemment, ça apporte le bonheur, puisque c'est quelque chose qui permet de vivre plus ou moins la vie qu'on cherche à avoir, à vivre. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ton livre, enfin en tout cas le mode d'emploi de la vie, c'est permettre aux personnes de bien conduire leur vie comme si on conduisait une voiture, mais ça leur dit pas forcément où aller. Exactement. Parce qu'ils choisissent. Chacun décide ensuite de faire ce qu'il veut avec sa vie, tout en utilisant ce mode d'emploi. C'est vrai qu'on ne nous a pas donné un mode d'emploi de la vie non. à l'école. Quand on fait du yoga, par exemple, on apprend à respirer alors que ça fait 20, 30 ou 40 ou 50 ans qu'on respire. Mais on n'a pas appris. Pour paraphraser quelqu'un, un enfant de 5 ans parle une langue couramment. Oui. Il ne connaît aucune règle de grammaire. Ouais. Ce qui était intéressant, et ça, il y a quand même depuis 3000 ans, les gens ont cherché à comprendre la grammaire de la vie. C'est-à-dire, quelle est la structure du comment ça marche. Tu vois, et donc, cette grammaire-là, d'Aristote à Confucius, en passant par les Toltecs, en passant par les Upanishads, en passant par la Bible, la Torah, le Coran, y compris les religieux, mais pas que, tout le monde essayait de comprendre un certain nombre de choses qui fonctionnent dans les relations humaines. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est commun à tout ça? Tu as rassemblé tout ça. Alors, j'ai pas rassemblé tout ça, évidemment. J'en ai un tout petit bout. Et j'ai le petit bout qui permet de conduire à peu près 80% de sa vie correctement. 80% de sa vie correctement. Oui, parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé des citations, des paragraphes d'un livre, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai cherché à comprendre. Et je me suis aperçu que tout le monde disait la même chose. Waouh, peux-tu nous dire un peu, c'est quoi les 5... qu'est-ce qui nous permet... Je sais pas combien de messages tu as lus, mais qu'est-ce qui... Alors, c'est quoi qui permettrait de vivre sa vie à 80% Pour raconter la genèse, comment ça a commencé? J'ai 15 ans, je suis plutôt asocial, pas très socialisé,
D'accord. par beaucoup de copains, rebelles. Ça Dans les commençait nuages, mal. un peu rêveur ou plutôt... Un peu rêveur, oui, parce que j'essayais d'imaginer comment ça pourrait être autrement, quoi. Ouais. Et donc, moi, je demandais aux adultes, mais c'est quoi le mode d'emploi de la vie? On me disait, ah ben non, non, il n'y en a pas, sinon ça se saurait. Et puis, j'ai lu, relu, et là, un jour, je suis tombé sur une phrase, qui a tout changé dans ma vie. C'était une correspondance entre Romain Rolland et Tolstoï, où il disait, ce qui est important dans la vie, c'est que chacun fasse bien ce qu'il a à faire. Mhm. Et ça, vraiment, quand j'ai lu cette phrase, quoi que tu fasses, fais-le bien, je me suis dit que non seulement le mode d'emploi de la vie existait, mais cette phrase-là en faisait partie. Parce que qu'on soit balayeur, chauffeur de bus, ingénieur ou n'importe quoi, je crois que la première chose importante, c'est de bien faire ce qu'on a à faire. Quand je fais la vaisselle, j'essaie de bien faire la vaisselle. Il faut avoir le plaisir du travail proprement accompli. Mhm. Quand je balaye bien et je suis dans ce que je fais au moment où je le fais. Ce qu'on appelle le ici et maintenant aussi dans certaines philosophies. Mhm. Voilà. Le moment présent. Et donc voilà, vivre pleinement l'instant présent en faisant bien ce qu'on a à faire. Mais on peut pas... Enfin, faire tout bien, c'est pas possible. Non, bien sûr que c'est pas possible. En même temps, c'est un chemin, c'est pas une quête. Tu sais que je fais du bateau. Moi, je dis souvent, parfois je me guide aux étoiles. J'ai pas envie d'aller sur l'étoile. Elle me sert de guide. C'est un chemin, c'est pas un but. Et donc, cette philosophie-là, pour moi, c'est un chemin. Mais il n'est pas accompli, le but. Parce que ça pourrait culpabiliser un petit peu les gens en disant qu'ils doivent absolument suivre, tout faire bien, ou tout ce mode d'emploi. Enfin, au final, c'est au libre arbitre de chacun. Oui, et en plus, quelque part, je me dis qu'aujourd'hui, je pourrais même presque dire que ce n'est plus un mode d'emploi de la vie, parce que je pense que c'est ce qu'on fait tous. On fait tous de notre mieux. Mmh. Personnellement, j'ai arrêté de faire des erreurs dans la vie. Ah bon? Ouais. Je fais plus aucune erreur dans la vie. Comment tu fais? Maintenant, je fais des essais. D'accord. Tu fais des essais et pas des erreurs. Aussi. Voilà, j'arrête de culpabiliser justement sur ce que j'ai fait. Je me dis simplement, je sais que quand j'ai fait quelque chose, si ça ne marche pas, eh ben, j'ai appris que ça ne marchait pas, donc je peux faire autre chose. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai fait un essai. Même si on se plante, c'est un essai. Quand je me plante, je pousse puisque les pépins sont des semences. D'accord. Les pépins sont des semences. Ça, c'est 2 citations que j'ai récupérées, mais que j'ai remis bout à bout parce qu'elles vont très bien ensemble. Mais c'est 2 personnes différentes qui les ont dites. Quand je me plante, je pousse, ouais. Puisque les pépins sont des semences. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs. C'est ça qui est utile. On a toutes les choses qu'on a pu apprendre grâce à nos erreurs. J'espère bien que je vais faire encore plein d'erreurs moi, dans la vie. Parce que je pourrais continuer à apprendre. Ah, c'est une belle philosophie à voir. Et, Mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis, quoi. Ça fait tellement d'années que tout est dit. Mais qu'est-ce qui te paraît vraiment important dans ce que tu as appris, compris dans cette quête? Ça a duré combien de temps cette quête? Alors, ça a commencé comme ça. Donc, à 20 ans, j'ai commencé à lire, à trouver ces citations, ces paragraphes, et je les ai gardés dans un cahier. Mhm. Alors, au début, c'est par écrit. Et tu lisais quoi, de tout? Enfin... Ah, de tout. Des biographies, de la psychiatrie, des romans, des polars, des autobiographies, voilà. Tout ce qui me passait. De la Bible, de ce que... Alors, j'ai lu une fois la Bible, mais bon, voilà, je ne suis pas du tout religieux, c'est pas du tout ce qui m'a branché. Je n'ai pas trouvé dans la religion quelque chose qui me paraissait aller avec ma vision des choses. D'accord. Donc, c'est pas du tout religieux, c'est vraiment du quotidien, c'est de la philosophie au quotidien. Et donc, pendant 30 ans, j'ai conservé ces citations, et j'en avais fait ce que j'appelais mon testament philosophique. C'est-à-dire un recueil de 3000 citations, quand même, déjà à l'époque, que j'ai donné à mes enfants pour leurs 18 ans. Ah, donc, j'ai mon fils, il a eu son premier recueil à 18 ans, il avait peut-être 2500 citations. Ma fille, quelques années plus tard, a eu droit à 3000 citations, parce que ça s'était enrichi entre-temps. Et j'en suis arrivé à presque 3500. 3500. Mais ils ont réussi ça comment, tes enfants? Ils ont dit ah, merci papa, bon, on va pas tout ça. Ils m'ont surtout dit tu aurais pu l'appliquer un peu plus tôt, ça nous aurait été utile. Bah oui, évidemment. J'ai pas forcément été toujours un très bon père parce que voilà, j'apprenais. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'était la première grande étape du livre. Le recueil, le testament philosophique. Et puis, à 40 ans, j'ai décidé de faire des études. Je n'avais pas fait d'études, je n'avais pas le bac. J'avais brillamment raté mon bac en n'allant pas à toutes les épreuves, ce qui n'était pas très intelligent.
Enfin bon, voilà, c'était pas terrible. Donc à 40 ans, je me suis dit, je prends les choses en main et j'ai fait le CNAM en psycho du travail. Je suis devenu enseignant en PNL, programmation neuro-linguistique, petit barbarisme pour dire quelque chose d'intelligent sur voilà, une technique de communication pour faire très simple. Et puis, je me suis formé à d'autres techniques comme la clarification, la gestalt, la CNV, la communication non violente, l'analyse transactionnelle. Toutes ces techniques de communication. Et là, j'ai commencé moi-même à faire des formations en développement personnel. Et je me suis perçu que, 1, mes stagiaires avaient tout le temps les mêmes problèmes. D'accord. 2, je leur donnais tout le temps les mêmes réponses. 3, ça fait 2000 ans qu'on me le dit. 4, je pouvais illustrer ça avec toutes les citations que j'avais mises de côté. Et ça, c'est l'origine du livre. D'accord. Le livre, je l'ai structuré avec, maintenant il y a 4200 citations. 4200 citations. 4200 citations que j'ai passé des nuits entières à vérifier sur Internet si effectivement c'était la bonne personne. Enfin bon. Et j'ai montré que quand j'écris ce que je fais en développement personnel dans mes formations, tout peut être expliqué, enfin tout peut être illustré par toutes ces citations. Et donc, il y a 4 ans de ça, j'ai décidé d'écrire le livre. Donc j'ai repris le testament philosophique en reprenant citation par citation pour me dire, chacune, une par une, où est-ce qu'elle est la plus pertinente pour illustrer ce que j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre plus spécifiquement du genre Spécifiquement, il y a les thèmes qui sont abordés dans la vie, l'humilité, la colère, la relation aux autres, enfin, tous les thèmes qu'on peut découvrir au quotidien, et de montrer que il y a des messages de la vie qui nous sont donnés depuis 2000 ans, 3000 ans, et ces messages, j'en ai extrait une centaine. Une centaine. Ouais, il y a 100 messages que j'ai mis en avant. Peux-tu nous donner quelques messages vraiment clés qui te paraissent importants? Alors, je vais commencer par le plus important, parce que c'est celui qui, aujourd'hui, que j'enseigne dans mes formations, nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, un soir, quand tu vois un ballon rouler dans l'herbe et passer une ligne blanche, il se passe 4 étapes. Il y a un fait. Ce fait, tu vas lui donner du sens. Ce sens va déclencher chez toi une émotion. D'accord. Cette émotion déclenchera un comportement. Donc le fait, tu regardes les faits, le sens, tu mets un sens, l'émotion et le comportement. Imagine un ballon qui roule dans l'herbe. C'est un fait. Le sens, c'est quoi? Ça dépend si je joue au foot ou pas déjà. Par exemple, tu vois, l'émotion, c'est peut-être un but, c'est peut-être une touche, c'est peut-être, on ne sait pas quoi. Donc en fonction de situation, on va être plus ou moins content, pas content, donc on va avoir une émotion et un comportement. Et un soir de Coupe du Monde 98, il y a un ballon qui a roulé 3 fois dans l'herbe en passant une ligne blanche. Il y a eu 1 million de personnes sur les Champs-Élysées ce soir-là. Parce que le ballon avait roulé dans l'herbe. 3 fois. 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Parce que le sens qu'on a donné à ça, c'est on est champion du monde de foot. C'est vrai, quand tu y repenses, c'est un peu fou. Les émotions, c'était du délire, et les comportements, c'était champagne dans la rue. Ouais, mais les Brésiliens en face. Dépité. Le fait, c'était le même, c'est le même ballon. C'était la même herbe. C'est la même ligne de plâtre. Mais quel est le sens qu'ils ont donné à ça? On a pris une pâtée. Surtout à la finale. Et l'émotion? Tristesse, colère, etc. Et comportement, pleurs. Donc tu vois que chacun peut décider de ce qui se passe dans sa tête. J'aime beaucoup ton t-shirt. De quoi je parle? Happiness is a choice. Voilà. Le bonheur est un choix. Bon. Si je te dis que j'aime bien ton t-shirt, de quoi je parle? Je pense que tu parles de la citation. Par exemple. Ou ça peut être la couleur. Non plus. Je sais pas. Tu vois, on n'a pas appris. Je suis en train de te parler de mes goûts. De toi, en fait. Ben oui, je te parle de moi. Tu parles de mon t-shirt, mais en parlant de mon t-shirt, tu parles de toi. Voilà. De ce que donc je parle de ton t-shirt. Je parle de ton t-shirt.
Donc je m'exprime sur ton t-shirt. Donc je parle de moi. Parce que vraiment, enfin, je sais pas où tu as trouvé ce t-shirt, mais enfin, c'est n'importe quoi. Hein. T'as pas honte de porter un truc aussi. Enfin, c'est quoi, t'as fait les poubelles ou. Je parle de quoi? Parle de mon t-shirt. Non, Parle je quand même continue à de parler toi. de moi. Et donc, l'émotion que tu ressens, c'est toi qui décides. C'est le sens que tu donnes à mes propos. Comme on se connaît bien, ça te fait sourire. Ouais, mais ça me fait rien. Mais ça pourrait te vexer, ça pourrait te mettre en colère, ça pourrait faire... Mais ça, c'est toi qui décides. Nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. Quand mon fils rentre de l'école et qu'il me dit « Ah, mon copain m'énerve », non. Ton copain fait quelque chose, toi tu t'énerves. Ouais, mais attends, on n'est pas non plus... on n'est pas en maîtrise de tout ce qu'on ressent. Eh ben non, c'est bien pour ça qu'on grandit. Parce que ça a commencé au bac à sable. Mon copain m'a piqué mon râteau, je lui ai foutu un coup de seau sur la figure. Je lui ai balancé mon seau dans la figure parce qu'il avait piqué mon râteau. Et maman m'a expliqué que ça se passait pas comme ça, les relations sociales. Depuis, j'apprends à maîtriser mes pulsions, Ouais, mes émotions. mes émotions, Mes et que je comportements. continue, et mes comportements. Mais en maîtrisant mes pensées, je maîtrise mes émotions, donc mes comportements. Voilà. Bah, c'est vrai que... Ça s'appelle... Enfin, je veux dire, la base. on nous l'a dit depuis 2000 ans, ça. Toutes les civilisations nous ont dit ça. Nous avons le choix. Les Toltecs, c'est une civilisation d'Amérique centrale, hein, enfin du nord de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, avaient 4 phrases. Enfin, maintenant, il y en a 5, peut-être même 6 par exemple. Bon, on va partir des 4 premières. Quoi qu'il t'arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est exactement ce que je dis, mais différemment. Hein. Mais je pense que voilà, nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. Ça englobe cette citation des Toltecs. Quand je te dis que tu as un joli t-shirt, ou que je te dis que tu as un t-shirt vraiment moche, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est un accord Toltec, ça. Mais oui, c'est un accord Toltec. Je l'ai lu dans un livre. Et moi aussi, j'ai lu. Mais, voilà. Mais sauf qu'il n'y a pas que les Toltecs qui l'ont dit. Qui d'autre l'ont déjà lu? Alors, j'ai pas toutes les citations, il y en a 4200, je les ai pas toutes apprises par cœur. Mais si on prend le chapitre, on trouvera que tout a été dit. Wow. Ok, Donc ça, c'est un des messages clés, pour moi, de la vie, que j'enseigne au quotidien. Enfin, quand je peux. Et t'en as d'autres, des messages comme ça? Alors, j'ai extrait 100 messages du livre, qui me paraissaient les messages les plus importants. Et à force de faire des formations de développement personnel, je me suis aperçu qu'il y avait 5 messages qui réglaient 80% des problèmes. 5 messages qui règlent 80% des problèmes. 5 messages qui règlent 80% des problèmes. Attends, et c'est lesquels là? Bah, il faut que tu me dises alors là. Tu connais le premier, nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. Ok, j'ai le Mais choix. c'est pas le premier. Parce que le premier, chronologiquement parlant, c'est de comprendre que nous percevons la réalité avec nos 5 sens. D'accord, oui. D'accord? Et ça, la PNL nous l'explique très très bien, avec ce qu'ils appellent le VACOG, le visuel, l'auditif, kinesthésique, le toucher, l'olfactif et le gustatif. C'est-à-dire que mes 5 sens me renseignent sur ma réalité de l'instant présent. Voilà, l'odorat, le goût, donc visuel, V-A-K-O-G, VACOG. Visuel, Or, mes yeux ne me disent pas tout. Mes yeux ne me disent pas ce qui se passe derrière moi en ce moment. Mes yeux ne me disent pas s'il y a de l'infrarouge ou de l'ultraviolet dans la pièce. Les rayons X, je ne les vois pas non plus. Non. Donc mes yeux ne me disent pas tout. Et puis d'ailleurs, j'ai remarqué que depuis quelques années, les chiffres de ma montre sont devenus flous. Sauf quand je mets des lunettes. Donc tu vois, mes yeux ne me disent pas la réalité. J'ai une perception personnelle et subjective de la réalité. D'accord. Mais que ce soit auditif, kinesthésique, tout est perception personnelle et subjective de la réalité. En fait, nous avons tous les deux une réalité dans cet instant présent. Même si on voit les mêmes couleurs. On ne voit pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes yeux. Peut-être que tu es daltonien, ou moi je le suis, et on ne voit pas les choses de la même façon. Et je te dis, les chiffres de ma montre sont flous. Donc, nous avons une perception personnelle et subjective de la réalité. D'accord? Dit de façon négative, c'est personne n'a jamais vu la réalité. Ou alors on pourrait dire personne n'a jamais vu ma réalité, sauf moi j'ai vu la mienne.
C'est et, c'est pas ou. C'est et. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu la réalité, donc je ne peux pas voir la tienne. Enfin, et je ne peux pas voir la tienne. Puisque de toute façon, je ne suis pas dans tes yeux. Ouais. D'accord? Donc, ça c'est pour moi la porte d'entrée des 5 messages. Nous avons tous une perception personnelle et subjective de la réalité. Ce qui veut dire que, imagine qu'on prenne une pièce de monnaie tous les deux, Ouais. entre nous là, et que je te demande de décrire la pièce d'1 euro. Tu vas me décrire une face, tu vas me parler d'une carte de l'Europe avec le chiffre 1. Moi, je vais te parler d'un arbre dans un hexagone. Ouais. Ouais, mais c'est parce que toi, tu vois pas le même côté. Et ben voilà, on n'a pas le même point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir entièrement raison, tu n'es pas du tout d'accord, et tu as raison aussi. Ouais, c'est... Eh ben oui, c'est fort ça. Ça veut dire que tu n'es plus un ennemi quand tu n'es pas d'accord, tu es un complément. Oh là là, si tout le monde comprenait ça, mon Dieu. Ben oui, Non, mais t'es sûr? que T'es sûr de ce que tu dis? je le crois, c'est ma conviction, c'est ma certitude à moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça veut dire que c'est pas toi ou moi, c'est toi et moi. Or, nous, dans notre pensée occidentale aristotélicienne, on a appris à penser ou. Ça, c'est un livre, ou Ce n'est pas c'est un pas un livre. Ouais. Ça peut pas être les deux. Ouais. Et bien, pas dans la pensée orientale. Vous diriez quoi, les gens diraient? Dans la pensée orientale, c'est un livre et ce n'est pas un livre. Pourquoi? Parce que si tu prends le symbole du yin et du yang, quel est le sens de ce symbole? Bah, C'est en gros, t'as le yin qui est le féminin, t'as le yang qui est le masculin, et t'as du féminin dans le masculin, t'as du masculin dans le féminin. Et donc, globalement, c'est quoi? C'est quand même harmonieux dans le sens où ça se complète. C'est la non-dualité des choses. C'est la représentation de la non-dualité. Or, nous pensons, nous, en Occident, dualité. Ouais. C'est noir ou blanc. Alors que noir n'existe que si blanc existe. Ouais. Gauche n'existe que par rapport à droite. Haut n'existe que par rapport à bas. Masculin n'existe que par rapport à féminin. Donc il y a besoin des... Oui. Donc l'un n'existe que par rapport à l'autre. C'est la non-dualité des choses. C'est apprendre à penser et. Okay. Et effectivement, c'est pas forcément évident à intégrer. Donc ça secoue un peu la pulpe quand je l'enseigne. Mais n'empêche qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est la vie. Ouais, il faut les intégrer, c'est pour avoir... Il faut l'intégrer. Il faut avoir des gens... Mais ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'il faut le mal pour avoir le bien? Ça veut dire qu'il faut... Non, il faut avoir conscience. Alors déjà, ces deux mots-là, moi, je les ai bannis de mon vocabulaire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ok, donc... Notion de bien et de mal, non. Je suis passé à deux mots différents qui s'appellent aidant et limitant. J'ai un objectif. Est-ce que ce que je fais ou ce qui est m'aide à atteindre cet objectif ou m'en rapproche? C'est-à-dire, ça va dans le sens où je voudrais. Ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que c'est limitant? Tu vois, on parlait de PNL tout à l'heure. Pourquoi j'ai bien aimé cette technique? PNL, programmation, neuro-linguistique. Oui. Ok? Un peu barbare, hein? Pourquoi tu me tends la main? Je sais pas, tu viens de tendre la main. Tu me retournes le cerveau. Vas-y. Pourquoi tu m'as tendu la main? Bah, je sais pas, tu m'as tendu la main. Tu as acquis une fonction, tu as appris, t'as un apprentissage dans ta tête. C'est que quand on te tend la main, tu tends la main pour dire bonjour. Ouais. Ok? Ouais. C'est un apprentissage. Ouais. C'est le P de programmation dans la PNL. On a des apprentissages. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est aidant de tendre la main à quelqu'un pour créer du lien? Bah oui. Ben non. Pourquoi pas? Ça dépend de ta culture. Ouais. Bon, ouais. Pas toujours. Et donc, c'est pas qu'il y a des bons et des mauvais programmes. C'est qu'il y a des programmes qui sont adaptés au contexte et à l'objectif. Si je suis en Inde, et si mon objectif c'est de créer du lien, je vais surtout pas tendre la main à quelqu'un. Faire comment? Je m'incline en serrant les mains. Et oui, c'est leur façon de dire bonjour. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais programme, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des programmes qui sont adaptés à l'objectif qu'on s'est fixé, en fonction du contexte.
Donc tu bannis toute notion de haine. Mais il y a des cas Je bannis complètement la Non notion mais attends, de mais haine. t'as des objectifs qui font du mal aux autres, enfin qui peuvent blesser les autres et des objectifs qui aident les autres. Tout à fait. Qui peuvent détruire la planète. Alors ça aussi, ça a été un des concepts les plus intéressants de la PNL, c'est la notion d'intention positive. Tu sais, on dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Hein, c'est une expression courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire la différence entre le résultat du comportement et l'intention qui sous-tend ce comportement. Et la PNL nous dit une phrase très intéressante. Tout comportement a, pour celui qui agit, une bonne intention. Ce qu'on appelle une intention positive. Ah, mais à ce moment-là, tu excuses tout le monde, là. Je n'excuse pas, j'explique. Je ne vais pas te dire que le gamin qui vole un sac à main dans la rue, il a le droit. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est la caméra sociale qui dit qu'il n'a pas le droit. Ouais, La caméra psychologique, elle essaye de comprendre pourquoi il a fait ça. Ouais, parce que... Tu vois? Ouais. C'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. Et en psychologie, il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi la personne a fait ça. D'ailleurs, même les juges essayent de comprendre, ça s'appelle les circonstances atténuantes. Il peut y avoir des contextes. Tu vois? Et donc, cette notion d'intention positive, qui est assez difficile parfois à accueillir, parce que quand on me fait du mal, j'ai du mal à comprendre que l'autre, lui, il se fait du bien. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant d'aller chercher à comprendre pourquoi il agit comme ça. Tu vois? Donc ça, c'est un autre de tes messages. C'est pas un des messages, mais ça fait partie des messages intéressants. Mais c'est pas le plus important. Enfin, disons que j'en parle aussi, quoi. Mais, voilà. Mais le message numéro 2, c'est celui du apprendre à penser et plus souvent que ou. Tu rejoins ce que tu disais, ouais, la pensée non binaire. Voilà, pensée non binaire, c'est bien ou c'est mal. Ceci et cela. On fait ça ou ça. Ben non, des fois, on peut trouver un compromis. Ouais, ça m'est pensé à. Si on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, mais si on peut. Il faut juste couper le beurre en deux et vendre une partie du beurre. Par exemple, c'est avoir une partie du beurre et un peu avoir de l'argent. Ouais. C'est ça. C'est la flexibilité. Alors ça aussi, c'est un concept que j'utilise énormément en développement personnel. La notion de flexibilité, parce que c'est l'élément le plus flexible d'un système qui maîtrise le système. Ça ferait partie, ça pourrait faire partie des grandes règles. D'ailleurs, c'est une des règles, un des messages de la vie, que j'ai mis dans le bouquin, cette phrase-là, parce qu'elle est magnifique. Quand tu vois la taille de la chaudière qui est à la cave, et la taille du thermostat qui est dans le couloir, qui commande l'autre? Bah, juste à la taille, on pense que c'est la chaudière. Alors, en fait, c'est le thermostat. C'est le thermostat qui décide quand la chaudière fonctionne ou pas. Oui. Parce que c'est lui le plus flexible. La petite lamelle de cuivre, là, qui bouge dans le thermostat, c'est elle qui commande la chaudière de 400 kg. C'est l'élément le plus flexible du système qui maîtrise le système. Ah ouais? Ben oui, c'est ça qui est aussi intéressant. Imagine, je suis particulièrement sensible à la grossièreté. Et à chaque fois que quelqu'un est grossier, ça m'énerve. Okay? J'ai un collègue qui a découvert ça chez moi et qui s'amuse à être grossier. Et à chaque fois, ça m'énerve. Du coup, je me fais avoir. Je me fais avoir, c'est lui qui décide quand je m'énerve. La flexibilité, c'est de décider soi-même si j'ai envie de m'énerver ou pas. C'est très très facile. Tu vois? Et le jour où j'arrête de m'énerver, il arrête de dire des gros mots. En tout cas, dans la relation sociale, ça c'est clair. J'entretiens le système. On appelle ça la systémie, mais j'entretiens le système. L'élément plus flexible d'un système maîtrise le système. En tout cas, influent plus. Parce qu'on va pas dire qu'il maîtrise tout, mais il influence. Il influence énormément. Et donc ça, c'est donc en termes de message, Donc, on a le choix de. Pour la première, c'est. On met du sens sur ce qu'on perçoit. On a le choix de ce qu'on met comme sens. Nous avons le. Non, personne n'a jamais vu la réalité. Okay. Nous avons tous une perception personnelle et subjective de la réalité. Ce qui m'amène à dire qu'on a chacun son point de vue. Et donc, tu as un point de vue, j'en ai un autre. Et ce qui est intéressant, là j'ai fait un jeu de mots, c'est qu'il faut chercher à avoir les vues du point. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ok. D'accord? Donc je m'enrichis de ton point de vue, puisque tu m'apportes une autre information sur la pièce de monnaie, par exemple. Donc apprendre à penser et. Deuxième message. Troisième message, c'est nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. Ok. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc c'est avec ces deux-là qu'on peut. On peut continuer donc et avoir.
On a le choix du sens que nous donnent à nos perceptions. Ok. Donc c'est moi qui décide si je me vexe. Voilà. Et Eleanor Roosevelt disait « Nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Épictète, il y a 2000 et quelques années, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. » Ouais, c'est clair. C'est toujours la même chose. Ils ont tous dit pareil. C'est marrant. 4. Il y a 2 façons d'être heureux. Ouais. Accueillir le passé, agir sur l'avenir. Waouh. Avec ça, on peut être heureux. Accueillir le passé tel qu'il est, accueillir ce qui est agréable, ce qui est plaisant, accueillir ce qui est déplaisant. J'ai crevé. Ah, ma roue est crevée. Je peux me rouler par terre en me disant que, ah mon Dieu, c'est horrible, je vais être en retard. Ça ne va pas réparer la roue. Je peux accueillir que ma roue est crevée. Peut-être ça m'a évité d'avoir un accident au carrefour suivant. C'est du stoïcisme, ça s'appelle. Et que ce soit chez les Grecs ou chez Confucius, on retrouve la même pensée. On retrouve la même pensée chez les Indiens d'Amérique centrale, on retrouve ça partout, dans toutes les grandes civilisations. T'as pas le choix. Le passé, c'est le passé, on va pas le changer. Non. Ah, ça vous va. On pourra changer le sens qu'on lui donne, mais ça c'est autre chose. Ouais. Et pour l'instant, on peut pas changer le passé tel qu'il est. Ouais. Et le 5e message, c'est qu'au niveau communication, les mots qu'on utilise, même si ce sont les mêmes mots que l'autre, n'ont pas forcément le même sens. Tout à l'heure, tu m'as dit bonjour. Je t'ai répondu bonjour. Ouais. Et ben, je sais que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Attends, on se dit bonjour, je veux dire, on sait ce que ça veut dire quand même. Ben non, pas complètement. Si je te demandais de m'écrire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dire bonjour, et si moi j'écrivais, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dire bonjour, on va pas écrire la même chose. Toi, tu dirais quoi? Pour moi, dire bonjour, c'est par exemple accueillir, dire je suis là pour l'autre, salut. Peut-être. Ouais. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Et toi? Et pour moi, c'est qu'est-ce que je suis content de te voir ici. Bah, tu vois, c'est similaire. Eh ben oui, mais c'est pas tout à fait pareil. D'accord. Et si je te parle par exemple du mot chaise, tu vas te focaliser sur une image. J'en connais 6 différentes. Des chaises? Oui. Par exemple, à l'arrière d'un bateau, pour accrocher le moteur, on le met sur une chaise. Ça ressemble pas du tout à une chaise pour s'asseoir. Hein. Ah ouais, tu parles de ça, d'accord. Donc le mot chaise ne veut rien dire en soi. Le mot pluie ne mouille pas. Non. Le mot chien ne mord pas. Non. Et pourquoi Magritte nous avait fait dessiner une pipe en écrivant en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Parce que quand le sage montre la lune, l'ignorant regarde le doigt. Ouais. Ça, c'est un koan zen. Donc, encore une fois, ils ont tous dit la même chose. Les mots n'ont pas de signification intrinsèque. Mais en même temps, le pouvoir des mots, il est là, il est réel. Quand on croit se comprendre. Alors qu'on se comprend pas vraiment finalement. Pas complètement. Si je te dis que j'ai passé une soirée formidable, je te dis, j'ai passé une soirée formidable, qu'est-ce que tu as compris? Bah, j'ai compris que t'as passé une soirée formidable. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Voilà. Et si je te dis que j'ai été au concert, tu sais ce que j'ai fait? Non, mais tu me racontes. Bah, je m'imagine quand même ce que c'est. Eh ben voilà, tu vas te faire un film. Mais tu vas te faire un film qui n'est pas ce que j'ai vécu. Bah, si tu me racontes en détail et tout, Je pourrais tout te raconter en détail, pendant Ça des va. jours et des semaines, te raconter ce que j'ai vécu, les émotions que j'ai ressenties, et ce que j'ai vu, puisque c'était personnel et subjectif ce que j'ai vécu. Mais Et les émotions que ça m'a fait ressentir, parce que quand j'ai vu Mick Jagger chanter Satisfaction au Stade de France, et que ça m'a rappelé quand je faisais l'idiot sur le disque 45 tours avec mes copains quand on avait 16 ans, tu n'auras toujours pas vécu ce que moi je me suis souvenu de ce que j'ai vécu. Ouais, mais si tu me le racontes et que j'essaie de rentrer. Plus je vais te raconter, plus tu te rapprocheras. Mais ça tu n'iras va. jamais au bout de ce que j'ai vécu. Ok, ça On dit que l'expérience subjective n'est pas transmissible. Tu vois? Donc en fait, mon nouveau postulat, c'est que quand on ne se comprend pas avec quelqu'un, c'est normal. C'est ça qui est normal. C'est la norme. C'est ça la norme. Et ça change tout. Non, mais t'es formateur, faut bien que les gens te comprennent. Mais justement, je leur dis surtout pas. Je leur dis qu'il faut surtout pas croire ce que je vais dire. Faites-en votre propre expérience. Je commence tous mes stages par cette phrase. Surtout ne croyez pas ce que je vais dire.
expérimenter par vous-même et essayer de déduire apprendre quelque chose ou déduire une sagesse ou... Ouais. Alors, expérimenter, moi j'avais trouvé un autre verbe qui manque en France. Il manque dans la langue française, c'est la traduction anglaise de to experience. Ouais, c'est de vivre. C'est de vivre l'expérience. Alors, on prendrait l'expression vivre l'expérience. Ouais. Et j'avais créé un verbe qui dit expériencer, que j'ai mis dans le bouquin en expliquant ce que ça voulait dire. Un an après que le bouquin soit sorti, j'ai lu un autre livre qui était sorti avant le mien, qui a utilisé exactement le même verbe, avec la même définition. Ah bon? Bah même. Ça, Bah, tu vois, comme quoi on peut avoir... Comme quoi on n'invente rien, tout existe déjà. Tout Mais a ça été dit contredit depuis ton toujours. idée que chacun... Enfin, qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'autre, parce que si on arrive à la même conclusion. On peut arriver parfois à des choses qui se ressemblent. Oui. Voire les mêmes, non? Pas tout à fait les mêmes. En fait, ça sera jamais tout à fait les mêmes. Tant que, quand je te demande, tiens, passe-moi le stylo que tu as dans la main, si tu me tends ce stylo, je vais penser que tu m'as compris, puisque ton comportement correspond à ce que j'attendais. Ouais. Mais si tu me dis quel stylo, parce que je découvre qu'on a seul, ah ben oui, tu en as 3 dans la main, là je vais comprendre qu'on ne s'est pas compris. Alors, Donc, Philippe, attends, avec tout ce que tu me dis quand même, il y a un moment donné où j'ai besoin de te poser des questions là, parce qu'il y a trop de... J'ai l'impression qu'en fait déjà, je ne veux pas percevoir la réalité avec mes simples sens, donc je ne peux pas faire confiance à ce que je perçois, donc déjà ça me... ça me perturbe. Ça me perturbe. Ensuite, tu as un point de vue, moi j'ai un point de vue, lui il a un point de vue, tout le monde a un point de vue, donc tout le monde a raison quelque part. Non. Bah, tu vas me dire que il faut penser en Avoir un point de binaire. vue ne veut pas dire avoir raison. Parce qu'à un moment donné, par exemple, si moi je te dis, regarde Philippe, si je saute de cet étage, et je fais comme ça, je vais voler, et je le fais, et je me l'écrase, et je meurs, j'ai pas eu de raison là. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon bah voilà. Bon bah alors, faudrait savoir, est-ce qu'on a... Ce qu'il faut, c'est sortir du fait de vouloir avoir raison. Je pense même que vouloir avoir raison est un besoin ancestral, c'est-à-dire très primitif dans notre cerveau. Parce que quand on était dans la savane, Ouais, d'accord. quand j'entendais un bruit, ça pouvait être 2 choses. Un danger. Une proie ou un prédateur. Ouais. Si c'était une proie que je prenais pour un prédateur, je partais en Ça courant. pouvait aussi être une troisième chose, juste un animal que c'est pas une proie ni un prédateur. De ce cas-là, oui. Okay. Mais imagine que... Bon, non, c'est une métaphore, évidemment. Okay. Enfin, c'est une métaphore, mais en même temps, je pense que c'est un peu passé comme ça. Mmh. J'ai pris une proie pour un prédateur, donc je suis parti en courant. Je suis mort de faim. J'ai pas mangé. Si c'est un prédateur que je prends pour une proie, Ouais. je vais courir vers lui et il va me bouffer. Mais si c'est une proie que j'ai pris pour un prédateur, je me sauve en courant et je meurs de faim. Ouais. Dans les 2 cas, je suis mort. Donc il faut savoir si... Donc ceux qui avaient raison sont les seuls qui ont survécu. Oui. Donc notre cerveau a besoin d'avoir raison. Bah oui, Je pense que c'est pour ça que les hommes sont prêts à se taper dessus pour avoir raison. Et il faut sortir de cette logique ancestrale pour simplement comprendre nous avons des points de vue. Simplement, il y a des points de vue plus efficaces par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Ouais, donc par exemple, si je dis je veux voler et que je saute de ma fenêtre, non. Ça me Si paraît je veux pas une voler, bonne idée. il vaut mieux que... Ça me paraît limitant. Tu vois, ça me paraît assez déconseillé. Okay. Mais arrêtons de vouloir avoir raison. Ça, c'est vraiment un des vrais problèmes de la vie. Ben oui, parce qu'on veut toujours... Enfin, c'est vrai qu'on veut souvent avoir raison, c'est difficile de se remettre en question d'une part, pour beaucoup d'humains, et de deux, on a besoin de faire un sens aux choses. Et si tu me dis que finalement... Enfin, comment tu vis ta vie maintenant si tu as intégré tous ces principes? Quand tu es dans cette pièce, tu te dis je suis pas dans cette pièce et en même temps je suis dans la pièce? Je suis dans cette pièce, mais je sais que j'en ai une perception personnelle et subjective. Donc je ne vois qu'une partie de ma réalité. Bon, et alors? Est-ce que je peux y changer quelque chose? Accueillir pour agir. Voilà. J'accueille. Mes yeux ne voient pas tout, j'accueille. Mes oreilles n'entendent pas tout, j'accueille. La dernière fois que j'ai fait un audiogramme, j'avais perdu encore 5% de mon audition. Mais ok, alors C'est normal. Ok, et tu as accueilli ça et tu as fait... Est-ce que je peux faire quelque chose? Bah peut-être... Si je peux faire quelque chose, j'agis. Mais d'abord, il faut accueillir. Il y a un fait de base, c'est que j'ai un peu moins d'intuition. J'entends. C'est quand même pas facile dans certaines choses. Par exemple, imaginons, je sais pas, je me fais écraser par une voiture alors que j'étais dans mon passage piéton, j'étais dans tous mes droits, etc. Je me fais écraser, je deviens tétraplégique. Accueillir ça,
Enfin, je veux dire, on a des vraies Il faut difficultés assumer, dans la vie. il faut être Qui stoïque. sont même pas de notre. Non. Ça n'a pas été juste. Enfin, C'est là où la PNL aussi m'avait intéressé sur la détermination d'objectifs. C'est quoi mon objectif? Et la première question qu'on se pose quand j'ai un objectif, c'est est-ce que ça dépend de moi? Bah, ça dépend. Si je veux gagner au loto, par exemple, Pas vraiment. Ça ben dépend. non, ça dépend pas de moi. Il faut juste prendre un ticket, mais après. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est d'acheter un billet. Ouais. Tu vois? Et donc, quand je vais avoir des objectifs, qu'est-ce qui dépend de moi? Et là, on arrive sur le fameux agir. Ce qui ne dépend pas de moi, j'accueille. J'ai pas le choix. Ouais, c'est vrai. Je veux qu'il fasse beau demain. C'est pas un objectif. Ça s'appelle un souhait. Parce que ça ne dépend pas de moi. Donc, attends. Pour toi, la différence entre un rêve ou un souhait et un objectif réel, c'est on C'est focalise. la première question, c'est est-ce que ça dépend de moi? Ouais. Oui, si ça dépend Par de moi, exemple, je veux que cette chaîne Magic Humans y ait 1 million d'abonnés. ben, ça dépend pas de toi. Par contre, je peux faire les meilleures interviews pour Meilleure que vidéo. cette chaîne-là, qu'est-ce que je peux faire pour faire mes meilleures interviews possibles? Ça dépend de toi. D'accord. Et peut-être, j'arriverai à 1 million, peut-être Et pas. peut-être arriver à 1 million ou pas. On sait pas. On verra. Rendez-vous dans quelques années. Non, bref, ok. Ok. Ouais, là, ça, je comprends. Ça va. Non, mais tout faire en 1 heure, c'est compliqué, hein, c'est dense. Hein, c'est dense. Tu m'envoies des trucs. Ouais. Et est-ce on a vu quoi comme message? On a vu. On a vu les 5 messages qui, pour moi, les 5 messages fondamentaux. Ok. Et avec ça, je m'aperçois que déjà, je vis une vie tellement plus agréable. C'est vrai? Ça n'a rien à voir. Tu peux nous raconter un peu, par exemple, comment t'étais il y a 20 ans et maintenant? Non, vaut mieux pas, parce que c'était vraiment tellement inintéressant que... Bon, il y a 20 ans, ça allait encore déjà un peu mieux, mais... D'accord. Mais concrètement, comment je le mets en pratique? Mieux, comment tu le pratiques vraiment? Je suis en face de quelqu'un qui n'est absolument pas d'accord avec moi. Oui. D'accord? Imaginons. Par exemple, toi. Ok, allez, on va Ok? faire. Je suis pas Je d'accord. vais t'expliquer que moi, je vois que cette pièce, c'est un arbre avec un hexagone, et tu vas me répondre, non, c'est une carte de l'Europe avec le chiffre 1. Ouais, la place d'un euro. Ok? La pièce d'1 euro. Mm. Ok? Mets ta main comme ça. Imagine que dans cette discussion, tu veux garder ta position. Ouais. Et moi, je vais garder la mienne. Je vais t'expliquer que c'est moi que j'ai raison. Mm. Et puis toi, tu vas m'expliquer que c'est toi qui as raison. Donc on est bloqué là. Donc on est bloqué. Mm. Mais si j'appuie, qu'est-ce que tu fais? Moi, je repousse. Tu résistes. Vas-y, Et si j'appuie plus, je repousse encore plus. moi j'aimerais bien que tu arrêtes de résister. Qu'est-ce que je dois faire? Là, tu lâches. Qui décide que tu résistes? Bah, c'est toi. Attends. Ouais, en gros, parce que t'as là. Mais attends, ça veut dire que t'as abdiqué. Non. Parce que moi, je peux penser. Ah, tu vois, j'ai eu raison. Quelqu'un Regarde. qui me dit on n'a pas été sur la Lune, ils ont tout tourné dans un hangar. Attends, quoi? Tu sais pas, t'as jamais entendu parler de ça? T'as des gens qui prétendent qu'on n'a pas été sur la Lune. Les Ah oui. Américains en 69 n'étaient pas sur Ah la Lune. oui, oui, oui. Ils ont ça, tout c'est- tourné dans un hangar, ils ont fait semblant. Voilà. Peut-être. Hein. Tu vas lui expliquer que c'est toi qui as raison? Moi, j'insiste pas. Je vais pas appuyer pour lui dire que c'est moi qui ai raison. Si, on a été sur la Lune. Mais attends, avec ta philosophie, on va jamais arriver à convaincre les gens qui. Mais je cherche à convaincre personne. Donc, Pourquoi pour je toi, convainc on qui peut que ce pas soit? convaincre. C'est pas qu'on peut pas. C'est que je ne peux pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas changer. Ouais. Et je ne vais pas chercher à convaincre quelqu'un qui ne veut pas changer. Oui, c'est que tu perds ton temps. Parce que, non mais seulement je perds mon temps, mais je fais ensuite, en plus, quelque chose de très grave. Dans les religions, il y a ce qu'on appelle la règle d'or. Mhm. Et toutes les religions ont énoncé la même règle d'or. C'est quoi? Ne fais pas aux autres Ouais. ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mm. D'accord? Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Eh bien, toutes les religions se sont plantées. Parce que toutes les religions n'ont pas été assez loin dans ce message. Ouais. Le vrai message qu'il aurait fallu diffuser, c'était « Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ils ne sont pas vous. Attends. T'es en train de me dire, si moi par exemple, j'aimerais qu'on m'offre des cadeaux dans la vie, moi j'offre des cadeaux aux gens, je ne le fais pas parce que c'est pas forcément ce qu'ils veulent recevoir? » Ben oui. Ouais. Je t'ai rien demandé. Déjà. Et moi, je vais t'offrir un disque de Brel parce que j'adore Brel. Oui, Mais toi, t'aimes pas. C'est vrai que vaut mieux offrir des cadeaux que les gens sont intéressés Et pour ben ça. voilà. Et donc, ne pas faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, ça, c'est le vrai respect de l'autre.
C'est-à-dire que je vais être, ce qu'on appelle, nous, référence externe. Je vais me préoccuper de qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau. Par contre, moi, je vais me préoccuper de combien je veux mettre dedans, au niveau du prix. Parce que ça dépend de moi et c'est ma référence. Attends, quand tu c'est-à-dire, par exemple, Quel est le budget que je m'autorise pour te faire un cadeau? Ça, c'est mon problème. Mais pour te faire plaisir, je vais me demander, avec ces sous-là, qu'est-ce que je peux, toi, t'acheter? Donc, je vais me poser 2 questions. Quel est mon budget? Ça, c'est pour moi. Et pour toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Référence interne, référence externe. ouais, pour ceux qui connaissent pas. Centré sur soi, centré sur l'autre. Ouais. Et voilà. Et du coup, la meilleure façon de faire un cadeau, c'est d'abord se demander qu'est-ce que moi je veux offrir, qu'est-ce que je peux offrir. Qu'est-ce que je peux offrir, financièrement parlant, ou du temps. Ou du temps ou l'énergie. Ou du temps ou de l'énergie, exactement. Mais ensuite, d'abord, c'est qu'est-ce qui va faire plaisir à l'autre. Et si ça, les deux sont OK. Sont liés. Oui, quand je dis qu'est-ce que je veux offrir, c'est dans le sens pas ce que je veux pour moi, mais ce que je veux bien. Et pour en revenir à ce qu'on disait à l'instant Ouais. sur la notion de se tromper. Ouais. Combien de choses as-tu appris dans la vie en faisant des essais, comme je disais tout à l'heure, on peut appeler des erreurs. Je sais pas combien. Et si je t'avais évité de faire toutes ces erreurs, est-ce que tu aurais appris les messages? Bah, moi, ça aurait été trop théorique. Voilà. Et donc, faire Ça des aurait- erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Ça veut dire que quand tu auras un jour un enfant, si je te le souhaite, quand tu vas lui apprendre à marcher, tu sais qu'il va tomber sur les genoux. Tu sais qu'il va se faire mal. Et ça fait partie de l'apprentissage de la marche. Et si tu n'assumes pas qu'il tombe sur les genoux, il n'apprendra jamais à marcher, ton gamin. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on dit. ça veut dire qu'il faut laisser les autres faire leurs erreurs. Oh, ça, c'est dur, ça. C'est très difficile. On Sauf peut pas dire ça à une maman qui voit son enfant se Sauf, planter. sauf si c'est de la non-assistance à personne en danger. Si la personne va se tuer ou va se faire très mal, si mon gamin veut savoir s'il est capable de voler en faisant du On est troisième étage, d'accord. là je vais intervenir. Tu comprends? Parce qu'il va se tuer. Là j'interviendrai. Mais quand quelqu'un est en train de faire une erreur, en quoi nous on sait que c'est une erreur? En quoi? Parce qu'on a fait les erreurs avant lui, donc on peut lui expliquer, on peut lui dire écoute, là, tu risques de te planter, au moins tu sais. On peut au moins le Des prévenir. fois, il faut le laisser se faire des Mais erreurs. on peut au moins prévenir quelqu'un. Si quelqu'un, je sais pas moi, par exemple, depuis que je fais des vidéos, j'apprends le cadrage c'est important. Et si tu fais la super vidéo mais que c'est pas bien cadré, et j'ai appris ça avec les Je peux te erreurs. raconter un conte? Mais je peux expliquer ça à quelqu'un qui débute. Ça Dans peut les être contes utile. soufis, alors les contes soufis, c'est les contes d'Europe centrale, chez les musulmans, Ouais. qui étaient un peu les jésuites chez les chrétiens, donc une branche de l'islam très pointue. Ils Ok. avaient des contes. Et moi j'adore les contes soufis. Il y a un personnage qui s'appelle Nasreddin, à qui il arrive tout et rien. Un jour, Nasreddin, on vient le voir, et puis quelqu'un lui demande, dis donc, toi qui es un grand sage, quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un? Hmm. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Nasreddin réfléchit et il dit, un conseil. Ah bah oui, bien sûr, qu'est-ce que tu es sage, Nasreddin? Ouais, bien sûr. Mais alors, pour pas que je me trompe, qu'est-ce qu'il faut surtout pas que je fasse? Surtout pas que je dise pour pas... voilà, Un conseil, avec la bétonne. Et là, Nasreddin dit, le pire des choses qu'on puisse faire, c'est un conseil. Du coup, il n'y a pas de vrai. Si, il y a une réponse. Parce que c'est comme les koans zen, ça paraît absurde, et il y a un vrai message à l'intérieur. Donc le message, c'est bien. Je te donne un conseil, c'est bien. Je te donne un conseil, c'est pas bien. C'est quoi la différence? Un des conseils, le conseil qui est bien, il est adapté Non. à ta situation Non. et tu vas pouvoir l'entendre, le comprendre. Non. Et l'autre, Tu devrais pas t'habiller comme ça. Tu vois, tu aurais dû mettre une chemise pour venir aujourd'hui, et puis Non, redresse-toi, parce que tu vois que t'es pas droit. Voilà. écoute, Et puis coiffe-toi, parce que c'est n'importe quoi, des cheveux comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? t'es en train de me faire chier. T'es en Ah. train de me faire chier. Bon, coupé. T'es en train de m'embêter là. Ok? J'étais en train de te donner des conseils que tu n'as pas Envie d'entendre. demandé. Il n'y a pas eu une demande. Eh bien, tu n'as pas le droit de donner un conseil à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Sauf si c'est une personne qui est en train de se mettre en danger réel. Ou là, auquel cas, effectivement, tu devras intervenir. Sinon, ça s'appelle Ou alors, l'assistance. sauf s'il y a une demande.
Ah ben, s'il y a une demande, là, tu peux intervenir, bien sûr. Et en management, c'est ce que j'explique, en relation humaine, en management principalement, si c'est ton devoir de manager d'expliquer à ton collaborateur pourquoi il s'est trompé ou comment il peut faire mieux simplement, eh bien tu vas lui annoncer, je souhaiterais te parler de ça. Est-ce que tu es disponible maintenant? Est-ce qu'on peut se voir plus tard? C'est-à-dire que tu prépares que la personne s'attende à avoir un conseil. Et là, on a des techniques de communication pour apprendre à oser dire correctement, intelligemment, pour que la personne prenne le conseil. Donc, soit il y a une demande, soit on prévient qu'on souhaite donner un conseil. Okay. Mais la question, c'est est-ce que tu as un lien Ouais, toujours en fait, parce que si on sait, parce que parfois la demande n'est pas explicite, mais si on sent qu'on peut aider la personne et qu'il y a quelque chose qui peut être utile, on peut lui dire. Est-ce que tu souhaites que je t'aide? Ou j'ai peut-être une autre vision des choses. Et là, effectivement, tu peux le faire. D'accord, et si la personne dit oui, on peut y aller. Voilà, et si elle dit non, et ben tu te le mets au fond de la poche avec ton mouchoir par-dessus. Eh bien, très très riche. Alors, j'aimerais juste revenir un petit peu sur ce livre-là. Les mots-clés clairs. Donc, il y a, tu m'as dit 4200 citations. 4200 citations à peu près. On a à peu près 500 pages, dis donc. Ouais, 512 pages. Comment déjà tu as fait pour vérifier l'origine de toutes les citations, déjà, et alors, pour structurer, pour rassembler, tu l'as édité toi-même? Oui, alors, oui, je l'ai édité moi-même, donc il est disponible sur mon site internet, et pour vérifier les citations, d'abord, c'est ce que j'ai lu, puis tu sais qu'il faut se méfier des citations sur internet, hein, c'est ce que disait Victor Hugo. Hein. Victor Hugo connaissait bien internet. Hein, oui, c'est bien connu. Et donc, j'ai été vérifié, alors avec les moteurs de recherche, sur la corrélation. C'est-à-dire, si telle citation est attribuée à tel auteur, bah, je peux supposer que c'est vrai. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qui est vrai. Hein. Mais comment, du corrélation, c'est-à-dire le nombre de recherches Voilà, si je cherche... la question surtout, c'était quand il y avait deux auteurs, par exemple, tu vois. Bon, j'en ai eu plusieurs, mais il y a une citation, par exemple, qui est attribuée à Newton, qui a été reprise par, je crois, Paul Václavic, qui disait que si nous avons la chance de voir aussi loin dans notre philosophie, dans notre science, dans tout ça, c'est parce que nous sommes juchés sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Très jolie phrase. Attribuée à Newton. Pas du tout. Ça serait de Bernard de Chartres, 300 ans avant. Tu vois. Donc, j'ai essayé de vérifier si les histoires étaient, ou les histoires même, étaient, entre guillemets, vraies, ou si c'était des canulars. Et il y en a certaines que j'ai laissées. Parce que la notion de vrai ne m'intéresse pas non plus aujourd'hui. Que ce soit vrai ou faux ne m'intéresse pas. Tu sais qu'il paraît que le Petit Prince, c'est pas vrai. Hein. Non. Il paraît que c'est une histoire qu'il a racontée, qu'il a inventée. Bah oui, il a inventé. Mais et ben voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas que ce soit vrai ou pas, c'est ce que ça parle. Pour nous, c'est vrai. C'est ça, pour ceux qui lisent le Petit Prince, ça leur parle. Ça nous parle, mais c'est pas vrai. On sait que c'est un conte. Non mais je sais, mais c'est un conte. Et ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est est-ce que le message est enrichissant? Oui, voilà. Mais que ce soit vrai ou pas. J'ai lu Carlos Castaneda, par exemple, un étudiant américain qui s'est retrouvé élève d'un sorcier yaqui au Mexique, qui est un livre qui m'a passionné, et j'ai trouvé des gens qui me disaient « mais tu sais qu'il a tout inventé, c'est pas vrai ». J'en sais rien si c'est vrai ou pas. N'empêche que ça m'a sacrément enrichi. Ça m'a fait réfléchir. Et ça m'intéresse plus que de savoir si c'est vrai. Parce que la notion de vrai, on ne sait pas. Bouddha disait que la vérité, c'est ce qui est utile. Ça m'est utile de le croire. Ça m'est utile de croire que je suis en train de te parler. Donc je continue. Parce que dans le côté, on remet tout en question, il n'y a que le sens qu'on veut aux choses. On n'a que des croyances. Ouais. On n'a que des croyances. Il y a un côté qui me dérange, c'est-à-dire on a bien besoin de nos croyances pour avancer. On a besoin que d'une. Ah bon? Une seule? Une seule. C'est quoi? Qu'il faut être dans le doute. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, il n'y a plus aucune certitude alors? Non, aucune. J'ai aucune certitude, j'ai des convictions pour moi. Okay. J'ai des certitudes pour moi. Je crois que je suis en train de te parler. Mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je vais me réveiller, je suis dans un rêve. On est dans Descartes, je pense, donc Non, c'est plutôt dans Matrix. Ouais. C'est plutôt Matrix. Nous avons une perception de la réalité qui est totalement subjective. Revoyez Matrix, hein, c'est magique, hein. C'est vraiment très intéressant.
Il y a même un documentaire qui explique la philosophie derrière Matrix sur 1 heure, c'est magnifique. Mais... C'est très bouddhiste, c'est très PNL, enfin il y a plein de techniques qui se retrouvent dans Matrix. Et voilà, c'est parce que c'est comme ça que ça marche. On le sait qu'on ne voit pas toute la réalité. Ouais. Donc voilà, j'ai structuré le bouquin en 3 temps. Une partie développement personnel, c'est-à-dire moi et la relation à la vie. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est moi et la voiture. Hein. J'apprends à me servir du levier de vitesse. Ensuite, c'est moi et les autres, c'est-à-dire la communication interpersonnelle. Donc là, j'apprends à conduire, à respecter les feux rouges et les sens giratoires. Et puis, il y a ce que je pourrais appeler le moniteur d'auto-école, c'est tous les métiers du transmettre. Mon métier de formateur, les gens qui sont profs, les coachs, les thérapeutes, les enseignants, les parents qui transmettent à leurs enfants. Et quelle est la posture de celui qui doit transmettre? Voilà, ça c'était les 3 grandes parties du livre. Et donc voilà, j'ai passé 1 an et demi à écrire le livre, à structurer nuit après nuit chaque citation pour qu'elle soit la plus pertinente à l'endroit où elle est. J'en prends une au hasard. Hein. Alors prends celles qui sont encadrées, parce que c'est ça les messages de la vie. Ouais, leçon de la vie numéro 58. Qui a trop de bien a du mal. Proverbe chinois. C'est-à-dire, si on est trop accaparé Trop riche, si on est trop porté sur le matérialisme, ça ne nous fait pas du bien. Ouais, ça me fait penser à Fight Club. C'est ce film. Peut-être. C'est un film où, en gros, au début, le personnage principal, il est complètement dans le consumérisme, il est dans sa... Ouais, il achète... le avoir. Il achète... il veut tout acheter dans le magazine pour sa déco de maison, etc. Et puis il rencontre Tyler Durden, donc Brad Pitt, qui est joué par Brad Pitt, et il lui dit mais tu te rends compte que tu es malheureux à cause de tous ces objets et tu cherches un vide, etc. C'est toute l'obligation d'avoir et être. Ouais. Mais en même temps, on a besoin d'un peu de bien matériel pour être... Enfin, un petit peu, quoi. Pour être heureux, mais être confortable matériellement, mais on a besoin de très très peu. Pour être heureux. Ah ouais, très peu. Tu sais, j'ai voyagé, j'ai été dans des pays en Afrique, j'ai vu des gamins qui avaient rien pour jouer, qui étaient tout à fait heureux. Hein. Ouais, moi aussi au Sénégal, j'ai vu de la pauvreté, mais comme jamais, et c'était heureux. Pauvreté, mais pas misère. C'est quoi la différence pour toi? Ah, c'est important. La pauvreté, c'est des enfants qui sont bien nourris, mais qui vivent pieds nus, voire même tout nus dans le village. C'est-à-dire, tu vois, ça c'est pauvreté, mais qui mangent quand même tous les jours. La misère, c'est qu'ils ne mangent pas tous les jours. Et là, c'est effectivement beaucoup plus difficile à vivre. Pas pouvoir manger, juste les besoins physiologiques, pas pouvoir dormir. Quand les premiers besoins physiologiques sont satisfaits, tu vois des gens heureux, des petits bambins qui courent dans la rue et qui sont pleins de sourires. C'est heureux de vivre, quoi. Ouais. Alors, en France, on n'a rien. Ah bah nous, en Occident, pas qu'en France. Hein. On est quand même le pays d'Europe qui a le plus d'antidépresseurs. Ouais, le plus d'antidépresseurs, ouais. On a tellement de choses, pas de matériel, on n'est pas tant que ça. Hein. C'est dingue. C'est vraiment malheureux, ouais. Allez, une dernière. Voilà. Mais non, mais c'est surtout pour montrer que, voilà, moi j'ai monté des formations avec les 5 messages, parce que ce qui est important, c'est de vraiment faire rentrer ça dans les muscles des gens, dans les cellules. Tu vois, si ça reste philosophique, bah oui, c'est que c'est mental, quoi. Ce qui est important, c'est comment concrètement. Mais comment tu fais alors pour... J'ai des exercices. Je vais pratiquer des exercices. Ça serait, voilà, il faudrait bien les préparer pour pouvoir te le montrer, mais concrètement, d'ailleurs, ils sont expliqués dans le bouquin. Les exercices, c'est l'anneau de Mébius, c'est le fait que, par exemple, est-ce que tous les humains sont différents ou tous identiques? J'adore, leçon de la vie numéro 45. Tout objectif flou mène à des bêtises précises. D'où la détermination d'objectif. Il faut savoir ce qu'on veut. Ok, tu disais, pardon? Je sais plus. Ouais, bref. Aussi. Tu donnais des exercices pour que les gens intègrent. Oui, voilà, intègrent. Par exemple, je te posais la question. Est-ce que les humains sont tous différents ou tous identiques? Non, ils sont... En fait, on a des choses en commun, mais on est quand même tous différents. Donc, est-ce qu'ils sont tous différents ou tous identiques? Tous différents. Pourtant, on est tous des êtres humains. Ouais. On a tous... oui, on est tous... Alors, est-ce qu'on est tous différents ou tous identiques? C'est les deux. Et ben voilà, donc dis-le. On est tous différents. Et identiques. Et tous identiques. Et... Message numéro 2. Message numéro 2. Tu peux nous les récapituler juste rapidement les 5 messages? Nous avons une perception personnelle et subjective de la réalité. Ouais. Donc apprendre à penser et plus souvent que ou. Ouais, et parce que oui, d'accord. Nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. Ouais. Accueillir pour agir.
Et ouais, Et, accueillir les le mots, passé pour et là, on ne l'a pas formalisé, mais la dernière, c'est magique, c'est tout dialogue est bilingue. Bilingue. Attends. Pourquoi? Parce que les mots n'ont pas le même sens pour toi comme pour moi. Ok. Quand mes stagiaires me disent « Oh là là, mais là, on est en train de faire des trucs, c'est de la manipulation. » Ouais, bah tiens, voilà. Parlons de manipulation. Tiens. Parlons de manipulation. Alors, voilà. Souvent, on nous dit aussi. ça, la PNL, c'est de la manipulation. Oui, tout le temps. Qu'est-ce que je réponds? Oui Bah, ou non? tu dis oui et non. Non. Je sais, tu dis, pour moi, la manipulation, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, des manipulations? Eh ben voilà. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le mot, ça sert à rien de se bagarrer. Qu'est-ce que c'est pour toi, la manipulation? Tiens, monsieur le sage. Pour moi, c'est dire. pour moi, juste je te dis de mon vision, après tu me dis la tienne. Pour moi, la manipulation, désolé, la manipulation, c'est de tout simplement faire à quelqu'un quelque chose qui est dans mon intérêt, mais qui n'est pas dans son intérêt et qui ne le ferait pas si moi j'avais pas poussé à le faire. Alors, c'est à peu près ça. Ouais. Faire dire, faire penser ou faire faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas dit, pensé ou fait sans mon intervention dans mon intérêt. Oui, mais pas d'ancien. Pas d'ancien. Ça, c'est manipuler. Quand je fais de la communication qui facilite la relation, pour moi, c'est pas manipuler. Donc, quand j'ai fini de répondre à qu'est-ce que c'est de la manipulation, je vais pouvoir dire à mon stagiaire, tu as raison, c'est de la manipulation, tu as raison, c'en est pas. Puisqu'ils ne mettent pas la même chose dedans. Dans le mot manipuler. Tout dépend de ce qu'on va mettre dans le mot manipulation. Mais toi, tu as une définition précise, donc tu vas. C'est la mienne, celle que je viens de te dire. Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la... Mais il n'y en a pas. J'ai voulu savoir ce que c'était qu'une forêt. Ok? Tu sais ce que c'est qu'un arbre? Tout à fait. Tu sais ce que c'est qu'une forêt? Tout à fait. Combien il faut d'arbres pour faire une forêt? Je sais pas. Une vraie forêt, au moins une centaine, je pense. Donc à 99, c'est pas une forêt. Non, mais c'est un bois ou c'est un... Ah non, un bois, c'est un administratif. Ah, monsieur, bah pourquoi tu commences? Parce que j'ai regardé dans le dictionnaire. Ah ouais? D'accord. Et ben il y en a pas un qui m'a expliqué ce que c'était qu'une forêt. Ouais. Vaste étendue, grande étendue, avec des arbres, mais on sait toujours pas ce que c'est qu'une forêt. Alors moi je me suis dit, mais comment ils font à l'OMS pour savoir que la surface des forêts augmente en France? Comment ils font? Ils ont compté les arbres? Probablement non, c'est trop long. Non. Ils se sont donné une définition. 0,5 hectares d'arbres qui occupent au moins un tel pourcentage de la surface du sol. Bon, je ne l'ai pas apprise par cœur, mais tu vois, il y a une vraie définition. Ils ont défini un qui est hectare. leur définition du mot forêt. Ouais. Mais il n'y a pas un dictionnaire qui l'avait utilisé, celle-là. Tu vois pourquoi les mots n'ont pas de sens? Forêt, ça n'existe pas. C'est un concept humain. Enfin, en même temps, il y a des forêts dans le monde. La forêt amazonienne, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et donc, on en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure sur les mots qui ont un sens et qui n'ont pas de sens. Ouais. C'est un koan zen qui disait, si tu me dis que c'est un bout de bambou, tu te trompes. Si tu me dis que c'est pas un bout de bambou, tu te trompes. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu vois, le maître zen qui présente un morceau de bambou à son élève et qui lui dit ça. Si tu me dis que c'est un bout de bambou, tu te trompes. Si tu me dis que c'est pas un bout de bambou, tu te trompes. Alors, qu'est-ce que c'est? Et on revient au message numéro 2, apprendre à penser. Et c'est un bout de bambou, c'est comme ça qu'on met les mots dessus, mais il ferait 5 cm de plus, ce sera encore un bout de bambou. Et si je le coupe en deux, j'en ai avoir 2 bouts de bambou. Donc c'est toujours des bouts de bambou. C'en est et c'en est pas, parce que c'est plaquer un mot. Il y a même quelqu'un qui disait que poser un adjectif qualificatif, ça disqualifie l'objet. Parce que ça le tue, ça l'enferme dans un mot. Et c'est compliqué, hein. C'est pour ça que c'est long à expliquer. Ouais. Non, mais j'ai compris quand même, je crois. J'espère. Dis donc. J'aime bien celle-là. Leçon de la vie numéro 26. L'estime de soi, c'est de se libérer du piège d'exiger que les autres vous aiment. Ça, c'est très très beau. Magnifique. Et oui, quand on est suffisamment soi-même aligné avec soi, on n'est pas une pompe à aspirer l'amour des autres. Vite, aimez-moi, j'ai besoin de ça pour exister, quoi. C'est clair. On est suffisamment bien dans sa tête et dans son corps. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de faire une vidéo qui donne les leçons de vie, les 100 leçons de vie, peut-être 10 par 10, et les expliquer simplement? Ça serait une bonne idée. Ça serait, à mon avis, assez rébarbatif. Mais... Probablement, ouais, peut-être. Je pense
Parce que ça serait assez soporifique, peut-être pour que les gens puissent dormir la nuit. Bon, le livre, il est Bon, déjà. comment s'endormir avec des mots qui éclairent, avec des mots qui assombrissent peut-être même. Hein. Et un autre, c'est leçon de vie numéro 12. Un sage est reconnaissant pour ce qui lui est donné et pour ce qui lui est refusé. Voilà, on accueille, c'est accueillir. Accueillir ce qui nous est donné, accueillir ce qui nous est refusé. Ouais, ça c'est très puissant. Waouh. Attends, et juste un truc. Donc toi, dans ton intention, tu as créé ce livre. Ouais. Et tu en as fait même un rassemblement de 5 messages. Ces 5 messages, tu en fais un livre ou tu les enseignes? Je les enseigne dans une formation que j'ai construite moi-même. D'accord. Et ton objectif, c'est que les gens, ils prennent ça et ils les essaient de l'incorporer dans le quotidien. Comment ils font? Dès qu'ils commencent à le faire, ça va mieux pour eux. Et quand je le fais en entreprise, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent l'entreprise me rappelle 15 jours après en disant « Non mais qu'est-ce que vous leur avez fait ?» Mais à nos stagiaires, on veut la même chose pour les autres. Quoi. Ouais, donc... Parce que c'est simple, mais c'est pratique. C'est les fondations, quoi. Ça sert à rien de faire des stages de développement personnel si on n'a pas les bases. Hein, on ne repeint pas un mur si les fondations ne sont pas solides, quoi. Ouais. Donc pour toi, ce que toi t'enseignes, c'est vraiment la base, la base de la base. Ouais. Et tu fais ça en entreprise, principalement. Et pas pour les enfants, parce que les enfants mériteraient de... Il faudrait de la demande, hein. Encore une fois. Ouais, peut-être qu'on tête des étoiles, je sais pas. Et attends, il y en a un qui me fait bugger. Leçon de la ligne numéro 15. Il est 4 fois plus facile de passer la ligne d'arrivée d'un marathon que de passer la ligne de départ. Hein? Oui, c'est l'illustration que ce qui est difficile, c'est de commencer les choses, c'est pas de les finir. Ah. Tu vois, c'est poser sa cigarette en disant j'arrête de fumer. C'est voilà le premier pas que je vais faire pour commencer mon régime, par exemple. Mais pour le coup, le marathon, c'est plutôt l'inverse. C'est facile de commencer un marathon, mais pour le terminer, c'est dur. Eh bien, il y a 4 fois plus d'abandon sur la ligne de départ que sur la ligne d'arrivée. Quoi? Il y a 5000 personnes qui s'inscrivent au marathon de Paris sur 2 années pas consécutives. Il y a 5000 personnes qui se sont inscrites qui ne sont pas venues le dimanche matin. Il y en a 1500 qui n'ont pas passé la ligne d'arrivée. 4 fois moins. Il est 4 fois plus facile de passer la ligne d'arrivée que la ligne de départ. Ce qui est dur, c'est de sortir de son lit, de se dire je vais aller courir le marathon. C'est commencer. Dans la plupart des civilisations et des philosophies, commencer, c'est faire la moitié du chemin. Vraiment? Ben oui. Okay. Tu sais, j'ai fait un grand voyage. Je suis parti en bateau, j'ai traversé l'Atlantique. Je dis, j'ai vraiment aucun mérite d'avoir traversé l'Atlantique. Par contre, il fallait être fou pour prononcer la phrase « Je vais aller traverser l'Atlantique en bateau ». Ça, c'était n'importe quoi. T'as fait, et toi, tu m'as dit que tu avais fait un moment donné, tu avais fait un tour en bateau? Oui, c'est ça. J'ai fait combien de temps? l'Atlantique. Là, je suis revenu en juillet de l'année dernière. T'as fait ça sur un an, c'est ça? Sur 14 mois, oui. Je suis parti faire le tour de l'Atlantique jusqu'aux Antilles et jusqu'à Boston. Ouais, comme ça. Comme ça. Un rêve de gosse. Tout seul? Tout seul. Et un bateau à voile ou un bateau à voile, ouais. À l'ancienne, quoi. C'était même pas, avec toute l'électronique qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Hein. Les GPS te disent à peu près à 10 mètres près où est-ce que tu te trouves. Donc, non, ça n'a rien à voir. Je n'ai vraiment aucun mérite de l'avoir fait. Par contre, ce qui est délirant, c'est de le dire. Je vais le faire. Ça, c'est n'importe quoi. C'est clair. On a dit de dire, mais non, tu vas pas le faire. Donc... Ah, mais je pense que beaucoup de gens ne me croyaient pas d'ailleurs. Et quand tu leur as dit que tu l'avais fait, ils disaient, mais quoi, ils s'en foutent? Je ne sais pas, mais bon, c'est leur histoire. Et juste raconte-nous un tout petit peu, est-ce qu'il y a... Non, parce que ça, c'est un voyage, quoi, c'est initiatique, ça se raconte pas tellement. Bon, si, je peux raconter des péripéties, mais c'est pas grave. Si, je peux raconter, par exemple, un très bon moment, parce que ça, dans la communication, c'était très intéressant. Dans la communication interpersonnelle, on sait qu'il y a 3 canaux. Les mots que je dis, la façon dont je les prononce. Hein, si je te dis « bonjour »,« bonjour », ça change tout. Yes. Et troisièmement, mon corps, la façon dont je me comporte. Tout à fait. J'ai rencontré un Cubain qui m'a rendu un grand service et j'ai voulu l'inviter à dîner. Petit détail, il ne parlait que espagnol. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Okay. Et on a passé une soirée fantastique. Mais alors, à se mourir de rire. Lui, il me racontait des histoires. Bon, on avait un petit peu de bière et de rhum qui nous ont aidés. Hein.
Mais on a passé la soirée à se fendre la pipe, tu vois. Je sais toujours pas de quoi il m'a parlé. On a passé une soirée incroyable. Je faisais comme ça, et il en rajoutait une couche, et il était mais mort de rire, et moi j'étais mais mort de rire en face de lui, et on a passé une soirée merveilleuse. Je ne sais toujours pas de quoi il m'a parlé. Ouais. Ça, c'est, je crois, ma plus belle rencontre. Ah ouais. Et ça illustre bien le fait que son ton de voix, son corps, ça Je dis maintenant, j'ai trouvé une expression, c'est deux âmes qui se sont rencontrées. Magnifique. Donc oui, voilà, ça c'est effectivement une anecdote que j'aime bien raconter par rapport à... non, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les photos des vacances des autres. Hein, c'est pas... Ouais, bah dis donc, tout le monde qui met ses photos sur Facebook. Hein. Oui, bah, voilà, chacun. C'est clair. Je suis curieux. Là, actuellement, c'est quoi tes actualités? C'est qu'est-ce que tu Mon actualité, tu continues à le vendre déjà? C'est là, de continuer à le faire connaître, de plus en plus, même j'essaye. En plus, on peut le lire, enfin, on peut l'acheter. On peut l'acheter sur Internet. On va sur dmqe.fr, des mots qui éclairent, .fr. Ok. Et voilà, il est en ligne. On peut recevoir facilement chez soi. Les frais de port sont gratuits. C'est toi qui les envoies? Oui, c'est moi qui les envoie. Et puis, j'ai un deuxième projet, là, actuellement, c'est d'écrire un bouquin sur le jeu de Go comme outil de développement personnel. Ok. Ça, c'est aussi un rêve de très très loin. J'ai appris à jouer au Go j'avais 20 ans, donc tu vois. Ok. Et pour moi, c'est un jeu de développement personnel. Pourquoi? Moi, je connais pas du tout le jeu. Enfin, j'ai joué un jeu de stratégie qui se joue à deux, où on construit quelque chose. On n'est pas là pour bouffer l'adversaire comme aux échecs. Mais si même si on entoure l'autre. C'est ça, on entoure, mais c'est dans le pas le gagnant-gagnant, c'est dans le respect de l'existence de l'autre. Je ne peux pas empêcher l'autre de faire des territoires. Mais je vais moi-même faire des territoires pour pouvoir exister. Et donc c'est la défense des territoires. Je dis toujours, c'est quel est le lien entre une plaidoirie d'avocat, un discours politique, une stratégie marketing, que tu installes ta serviette sur la plage avant d'aller te baigner, et un conflit politique, voire même une scène de ménage. Qu'est-ce qui est le lien entre tout ça? Chacun défend son territoire. Chacun défend son point de vue, comme tu disais tout à l'heure. Et ben, apprendre à défendre son point de vue, apprendre à défendre son territoire, c'est la base du jeu de Go. Okay. Donc c'est vraiment un jeu intéressant parce qu'on apprend à pas se laisser marcher sur les pieds et à être suffisamment offensif, mais pas non plus. Donc c'est ni paillasson ni hérisson. Pas chercher à écraser l'autre parce qu'on se fait manger soi-même. Trop fragile, on joue partout et on est fragile. Et si on joue trop petit dans un coin, lui il en fait plus pendant ce temps-là. D'accord. Donc c'est l'art de l'équilibre. Ça arrive dans des parties Go, il y a une égalité parfaite? Non. Jamais? Non, parce qu'il y a un demi-point d'écart entre les deux. Okay. On compte par un demi-point d'avance du fait que celui qui commence... Et du coup, tu fais un livre qui parle de la philosophie plutôt? De la philosophie du jeu de Go. C'est pas un livre pour faire du jeu? Non, c'est pas un livre pour apprendre à jouer, c'est un livre pour comprendre l'intérêt d'apprendre à jouer. Et a priori, ça n'a jamais été écrit, donc voilà. Ah ouais? Oui. Tu penses qu'il ferait 500 pages? Non, beaucoup moins. Ok, et donc tu as ce livre, comment il va s'appeler ce livre, tu sais? Je sais pas encore. Le jeu de Go, un outil de développement personnel. Ok. Peut-être tout simplement. Tu continues à vendre, à diffuser les mots qui éclairent. Voilà. Beaucoup de perles de sagesse. Très 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 intéressant. Et quoi d'autre? Est-ce que tu as d'autres choses à raconter? Pour l'instant, ça va être déjà pas mal. Continue à former. À chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas? Waouh, et ben merci beaucoup Philippe. C'était une grosse claque intellectuelle. J'ai adoré. J'aimerais quand même te poser une dernière question, si tu veux bien. Philippe, peux-tu donner un message aux jeunes générations? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes générations, comme si tu envoyais un message, comme une bouteille à la mer que tu envoies, qui restera sur Internet à l'éternité, quelque chose que les jeunes générations, peut-être dans 10 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, peut-être pas, enfin on verra, mais qui pourront... qu'est-ce que tu aimerais leur dire, qui pourront écouter ce que on a vu dans le troisième message de la vie que nous avons le choix du sens que nous donnons à nos perceptions. Oui. Si on va vraiment au bout de ces réflexions, on s'aperçoit que le bonheur est une décision.
Yes, happiness is a choice. Voilà. Et ça, on le retrouve partout. Le fait de prendre conscience que nous sommes déjà heureux. Et j'ai un exemple très simple. C'est le fait de prendre une douche. Hein? Prendre une... D'accord? On est heureux quand on prend une douche, c'est ça? Oui. Parce que quand tu prends une douche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, tu es vivant. Ouais. 2, tu es en bonne santé pour pouvoir aller de ton lit jusqu'à la douche. Quand tu as fait 3 mois d'hôpital, tu sais de quoi je parle. Ouais, c'est vrai. 3, tu es dans une région du monde qui a de l'eau douce. Ouais. 4, tu es dans une région du monde où économiquement, on a l'eau courante. 5, tu as les moyens de te payer cette eau. Ouais. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bah, moi, je sais pas. Bah, je suis déjà heureux quand je prends ma douche. Parce que ça fait quand même beaucoup de conditions qui sont remplies. Donc voilà, ce que je souhaite aux gens, c'est souvenez-vous quand vous prenez une douche que vous êtes déjà heureux. Parce que le bonheur est une décision. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à toi. Bravo. Bon, bah, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Tu pourras peut-être y répondre Avec grand plaisir. sur YouTube ou autre. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez des mots qui éclairent sur Google, vous trouverez Philippe Dupont. Et